Salut tout le monde, bonjour à tous, bon week-end à tous. Il y a Ten Green qui est là, hein, fidèle au poste. Pour la forme ou quoi, j'ai pas eu le temps de finir mon café. Heureusement il y a quelques vols, je vais pouvoir boire mon café pendant qu'on regarde les vols, d'accord? Ouais, on a eu une grosse semaine. Il y a un vol de Starship qui approche, l'excitation est à son comble. Même si SpaceX a décalé de 24 heures, donc ce sera pas lundi soir. Alors chez vous ça va être un tir différent de ce qu'on a l'habitude. Chez vous ça sera en soirée. Sûrement 23 h le vol. Ouais, 23 h. Et sûrement un début de live vers 21 h, quelque chose comme ça. 21 h, ouais, peut-être 1 heure, 2 heures avant. Vu que ce sera de jour, Ten Green, on va voir, ce sera pas la nuit le matin, on aura des putains de prises de vue et tout dès le début de live. Donc ouais, ça va être génial. On va reparler un peu plus en détail du vol. Ça va pas être un vol identique. Ils vont faire certaines choses, on en est sûr maintenant. Même si eux n'ont pas confirmé, on a tous les visuels dont on a besoin. Donc ouais, on va reparler un petit peu plus en détail de ça. Et on aura, voilà, levé à 5 h pour le match. Je sais même pas le match de quoi, c'est fou quoi. Bon, les news. On a eu encore beaucoup de, on a eu une grosse semaine. Il y a plus de semaines calmes les mecs. Je vais commencer avec Blue Origin. Tyson, je m'en fous, putain mais qu'est-ce que je m'en bats les couilles de ça. Mais d'une force. Bon, ça c'est le deuxième étage de la New Glenn. On a vu que la New Glenn était dans sa phase finale de stacking et d'assemblage pour un vol en novembre. Ten Green, ça va pas voler en novembre, hein. Moi je te le dis, hein. Là ça vole pas dans les 2 prochaines semaines, hein. Ils sont pas prêts, hein. Mais pas bon, possible. Pas possible, hein. À moins d'un miracle, je vois pas dans quel monde ils sont prêts. Mais ils ont, donc là c'est le deuxième étage. On avait vu le premier étage la semaine dernière. Là ils ont full stacké. Donc là vous avez le premier étage et le deuxième étage qui est venu s'emboîter sur le premier étage. C'est une nouvelle fusée. Qui dit nouvelle fusée dit nouvelle procédure. On connaît pas les procédures de Blue Origin. On sait qu'ils ont fait un feu statique du deuxième étage. Mais ils n'ont pas fait de feu statique du premier étage. Avec les 7 moteurs BE4 du premier étage, ils n'ont pas fait de feu statique. Généralement, par expérience, quand vous faites un feu statique, vous voulez éviter prise de risque minimum. Vous mettez pas le deuxième étage sur le premier étage avant d'avoir testé le premier étage. Regardez Starship. Starship, ils testent toujours, ils font un feu statique du premier étage sans le deuxième étage dessus. Parce que, prise de risque, voilà. On ne sait pas s'ils vont faire un feu statique du premier étage. Normalement, ils ont dit que oui, ils allaient le faire. Mais ce qu'on voit là est très curieux en termes de procédure. Et elle n'avait pas volé au mois d'août. Non. La New Glenn n'a jamais volé encore. Tu confonds peut-être avec, j'en sais rien, la Vulcan peut-être qui a volé récemment. Mais la New Glenn n'a encore jamais volé, donc on découvre les procédures de Blue Origin. Et on est très circonspect de voir que ils font des choses un peu off the book, un peu en dehors de ce qui est traditionnel. Déjà, ils font un stacking à l'horizontale. Moi j'aime bien le stacking à l'horizontale, hein. C'est très soviétique. C'est comme une grosse fusée, Ten Green, hein. Elle fait plus de 90 mètres. Là, elle est presque full stackée, elle doit faire là plus de 80 mètres. Donc on a du mal à apprécier déjà la grandeur du hangar de Blue Origin. C'est des sacrées infrastructures qu'ils ont là. Et c'est très... Ah, c'est un gros bébé, hein. Ouais. On retrouve un peu la Saturn V était aussi stackée... non, la Saturn V était stackée à la verticale, Ten Green, dans le hangar principal. Elle était stackée, oui. Ouais. Donc ça fait drôle de voir... comme je dis, les soviétiques, eux, font à l'horizontale. La N1, qui était gigantesque, était stackée à l'horizontale. Et c'est plus pratique l'horizontale pour travailler. Donc on voit que Blue Origin a fait le choix d'être à l'horizontale. Ce qui, je pense, est un très bon choix. Et voilà, donc ouais, ils vont peut-être faire un rollout la semaine prochaine. Ou dans 2 semaines. Mais on se rapproche du tir. On n'est pas à quelques semaines près, vous voyez. Mais il y a beaucoup d'inconnus qu'on a hâte de regarder, nous. Et on espère que le vol va réussir, hein. Je suis souvent critique, parfois. Mais on veut pas que des fusées explosent au pad et tout. C'est beaucoup d'argent. C'est beaucoup de gens aussi qui bossent, d'ingénieurs. Voilà. Ariane est stack à la verticale. C'est ce que font les boomers, maintenant. Starship est aussi stack à la verticale, vous me direz. Mais Starship, ils font les choses différemment en termes de logistique et d'infrastructure. Mais aujourd'hui, les boomers de l'industrie stack à la verticale. La Vulcan est stack à la verticale. Voilà, c'est plus économique. Faut se rendre compte que ouais. Pourquoi ils font comme ça, c'est beaucoup plus économique. Ça a été prouvé, hein. Ils ont fait que c'est beaucoup plus simple et économique de faire de cette façon. Donc ouais, on a hâte de voir la New Glenn aller au pad. Voilà. On a eu du tir cette semaine. Regardez, ça c'est la petite fusée Kinetica.
Donc la Kinetica 1. Et en fait, donc c'est à la volée quelques fois. Donc c'est du booster solide, c'est du micro-lanceur chinois. Très intéressant, elle avait une nouvelle coiffe. Et je monte la photo parce que ils ont tiré à l'international, Ten Green. C'est rare que les Chinois tirent pour d'autres pays. Mais preuve qu'il y a un marché à ça prendre, se fait un peu quand même. Très rare, mais ça se fait. Ils ont tiré pour un opérateur de Oman. Voilà, du Golfe. Preuve qu'on voit encore les Russes tirer parfois pour des clients, pour l'Iran, pour l'Ouganda aussi, ils avaient tiré récemment. Et on voit les Chinois qui se disent il y a peut-être des thunes à faire en allant prospecter sur des marchés un petit peu secondaires comme Oman. Et donc ouais, la Kinetica qui a bien volé et tout ça. Donc ouais, preuve que les Chinois font un petit peu... En tout cas, le système chinois n'est pas aussi hermétique qu'on le pense, tu vois. Il y a... Tu sais, tu peux aller les voir, salut, on voudrait tirer un CubeSat. Et les mecs disent, ok, voilà. Donc c'est rare, mais ça existe. De voir les Chinois faire de l'international. On s'en fout de la fusée, hein. Je vous montre juste parce que c'est le CubeSat dedans et pas chinois. Et c'est assez unique. C'est rare de voir les Chinois tirer à l'international. Voilà. Bon, on va basculer aux US. Il y a du drama en ce moment, il y a des choses incroyables qui se passent. Non, la Chine encore, attendez, j'ai pas fini. J'ai pas fini. Forcément, rien n'est prêt. J'ai oublié de mettre... On va passer sur... voilà. Il y a eu un gros vol, une mission de ravitaillement pour Tiangong. Donc ils ont récemment fait leur rotation tous les 6 mois de taïkonautes à bord de leur station spatiale. Voilà. Et ils font comme pour l'ISS, il faut faire des missions de ravitaillement. Il faut amener de la bouffe là-haut, des nouvelles expériences et tout ça. Ah, on va en parler, généraliste, on va en parler. Donc là, c'était la mission de ravitaillement. Donc c'est une longue marche 5F. Comme dit, les Chinois ont la chance incroyable d'avoir une gamme incroyable de fusées. Donc là, on avait une longue marche 7. F9, je crois, c'est encore une configuration différente. Voilà. Et c'était pour une mission de ravitaillement. Hey Youssouf, est-ce que tu vas te lever pour voir le vol? À 1h du matin. Toi, ça veut dire que t'es plus vers... c'est quel créneau? 1h du matin. Tu seras en Europe de l'Est, peut-être? 1h du matin. Est-ce que ça serait de l'Europe de l'Est? Tu vas te lever pour un vol de Starship. Bah t'es quoi l'engin, mon frère? On n'a même pas la fin du tir, mais ça s'est bien passé. On a eu et tout les images. Comme je dis, c'est assez incroyable ce que font les Chinois. Être totalement... Il n'y a pas une tour mais quasi là en Chine. Alors, je sais que souvent on est un peu choqué par l'imagerie chinoise où ils nous montrent ils nous montrent Starship à la sauce chinoise. C'est très occidental de penser comme ça, d'accord? C'est très occidental de se dire, on n'a pas le droit de copier le voisin. En Chine, vous avez toute une mentalité historique, millénaire, où ce n'est pas frauduleux de copier. D'accord? Ce n'est pas frauduleux de faire du plagiat éhonté et essayer d'atteindre le même niveau d'excellence. C'est même un compliment quand vous prenez ce que fait le voisin. Ah, c'est bon, on va le copier, on va essayer de faire mieux. Donc oui, je sais que ça choque un peu les occidentaux, ça. N'y voyez pas du plagiat. Voyez-y un compliment où les mecs disent, putain, c'est génial ce que vous avez fait, on va essayer de faire la même chose et on va essayer de mieux le faire. Et c'est pour ça qu'aujourd'hui, les Chinois nous battent dans certains aspects technologiques industriels, c'est qu'on leur a appris, ils nous ont copié, mais ils ont amélioré. Et c'est une mentalité que peut-être les Occidentaux n'appréhendent pas parfois. Quand on voit les industriels chinois pomper des images 3D, mais c'est totalement Starship. Et leur dire, regardez, c'est notre future fusée. Ça va être un truc de dingue. Il le faut, je peux pas rater un amérissage au petit matin, mais carrément, mec. Carrément. Même si on n'est pas sûr que Starship survive à la réentrée, ils vont essayer de casser Starship. Ils vont vraiment prendre des risques de dingue. Donc c'est même pas sûr que ça survive à la réentrée, mais voilà, on nous passe ça en live, quoi, c'est clair. Donc ouais, une grosse semaine. On va aller voir aussi... Avant de commencer à parler de SpaceX, on va parler un peu chiffres. Il y a tellement de vols de Falcon 9 qu'on n'arrive plus à garder les stats. Ten Green, quels sont les stats des 31 derniers jours? Tu penses? Combien de vols on a eu de Falcon 9 en 31 jours? 31 jours? Ouais, sur les 31 jours. 15.
17. Pour faire Ah, simple, j'étais pas loin. on est à moins de 1 vol tous les 2 jours. C'est du jamais vu dans l'histoire de l'industrie, de l'aérospatiale en général, de autant tirer. C'est dément. J'arrive même plus à suivre. Moi qui suis passionné par les numéros de booster, quel booster, tout, je n'arrive plus à suivre. Je suis largué, je regarde même plus les vols de Falcon 9. C'est devenu tellement lambda. Donc là, je vais vous montrer un vol qui a eu lieu il y a 2 ou 3 jours. C'était une mission privée. Donc généralement, 60% de ces vols, c'est des Starlink, pour leur business plan autour de Starlink. Et ça ne peut qu'accélérer, surtout qu'ils sont en train, Ten Green, je t'ai pas envoyé la news, mais l'année prochaine, ils vont finir leur deuxième pad de Vandenberg qu'ils ont racheté à ULA et que l'Air Force leur a donné le bail. Donc on aura 2 pads à Vandenberg, potentiellement ça va tirer 2 fois plus de Vandenberg. Ce qui est fou, quoi. Ah bah, vont être bien. Hein. On a eu des vols, là, dans les 31 derniers jours, on a même eu des vols à quelques heures d'écart de Floride. On avait une Falcon 9 qui décollait, quelques heures plus tard, on avait une deuxième qui décollait. Donc là, c'est une mission pour les Sud-Coréens. D'ailleurs, le satellite a été fait par Thales. Et voilà, donc c'était une mission privée. On va regarder parce que le booster est revenu se poser. T-minus 10, 9, il est revenu se poser en fond. 8, 7, 6, 5. Et le vol, temps parfait, voilà quoi. 2, 1, ignition, and launch. Go Falcon, go Korea. Même le mec qui parle est blasé. Hey, go Falcon, go Korean Sat. Fais chier, je dois encore me lever dans 4 heures pour faire la même chose. Vehicle is pitching downrange. Ouais, Penalty propulsion is number. c'est assez fou. C'est assez fou. On pense pas qu'ils vont réussir à atteindre leur objectif de 140 vols qu'ils avaient annoncé. Mais ils vont pas en être loin du tout. Ce qui est déjà extraordinaire. Hein. Ils vont sûrement être à 9 has 130 vols. successfully Peut-être lifted off from 135. Launch Complex 39A at Kennedy Space Center, carrying the KoreaSat 6A satellite. During ascent, we tilt or gimbal the engines, and that turns the rocket horizontally, Power and telemetry nominal. a maneuver known as a gravity turn. We're still going up, but now we're also heading Comprends que c'est déjà des horizontally compagnies à away part, from the ok? launch pad. En termes de business, Moments ce ago, sont des we compagnies. throttled the engines down in preparation for ce sont des max compagnies à Q part. or maximum C'est des compagnies aerodynamic sœurs, tu pressure. vois. Elles profitent de l'écosystème l'un de l'autre Great call-outs on the et net. des facilités And logistiques. Max Mais Q is a en termes de critical moment budget, during flight c'est des because compagnies the combined différentes. stresses caused by Falcon 9 Les médias français n'en parlent pas beaucoup that are du caused by succès de Falcon 9 SpaceX. accelerating Logique. through the atmosphere Parce and the qu'ils immediate ridiculisent static Ariane. Ils ont pressure tiré at plus en their 31 jours release. que Ariane va sûrement tirer en 3 ou 4 ans. Great call-out for Max En Q moins d'un mois. right there. Et SpaceX, c'est The aussi Elon rocket Musk. typically Et les needs to médias go français détestent Elon Musk. 17,500 miles per hour Il est l'image horizontally un peu de la in réussite order to que avoid les being médias pulled français back down détestent. to Earth and get into orbit. On s'en fout Now des we médias have français. 6 events coming up in On en a quick pas besoin d'eux. succession. Main engine cutoff, or MECO, stage separation, stage 1 flip, Les médias français, second engine ils ne start créent rien. 1, or Ils ne font rien SES1, voler. boost back start, Ils sont boost médiocres. back burn start, Donc on and s'en fairing fout d'eux. separation. On n'a pas besoin During d'eux. MECO, Si demain we'll ils shut disparaissent, down the personne ne s'en 9 rendra Merlin compte. engines, Par contre, si which demain is SpaceX followed by disparaît, tout le stage monde va s'en rendre separation. compte. Once separated from the second stage, the booster will flip its Vehicle is following a orientation. nominal trajectory. The booster will flip On va its reparler de ça, orientation Hippo. and begin Il y heading a back Gwyn to Shotwell Earth with a qui short boost back burn. était sur un While salon là simultaneously, the d'investissement et second qui a dit des stage choses MVAC très engine will ignite très for its intéressantes first time, sur le futur followed SpaceX. quickly by fairing separation. We should see all of those On va voir events Miko, séparation happening back to d'étage. back in the Magnifique. next few seconds. Ce qui semble un peu de la science-fiction de centaines de Starship, mais quand on commence à connaître l'écosystème dans lequel Starship évolue, tu te dis ah mais c'est pas si dément que ça en fait. Stage 1 boost back startup. Allez hop, c'est oh là là, le booster. Donc le booster va revenir se poser à Cap Canaveral, il va pas revenir d'ailleurs, merde. Voilà. Regardez la Floride derrière avec toute la Floride, il y a les nuages et il n'y a pas de nuages sur la mer, petit microclimat. Donc là le booster va redescendre se poser. Je sais même pas c'est le combienième vol de ce booster, je ne sais même pas quel est le booster d'habitude. Il y a une époque où j'étais au courant de tout. Maintenant je vieillis, Ten Green, j'arrive plus à tenir la cadence. MECO, stage La set. catastrophe. C'était de banalité maintenant, forcément. Les ravages de l'âge, Ten Green. Fairing separation confirmed. Serait-ce pertinent de faire plus gros que Starship avec notre technologie actuelle? An awesome view of fairing separation as well. C'est une bonne question.
Est-ce We'll be qui en est attempting to capable? retrieve these fairing calves again today Déjà, once they fall on back to doutait Earth peut-être using que our Starship recovery serait vessel Duck. technologiquement, moi je Next doutais up, we are personnellement waiting que Stage Starship one peut-être boost back décollerait. shutdown. Et ouais, And comme les we gens just had doutaient que la Saturn 5 ou la confirmation N1 that we décolle, completed il our s'avère boost que non back seulement burn. ils décollent, mais ils volent bien. Il est sans aucun doute possible de faire plus gros. D'ailleurs, So it's la about version 2 plus V2 sera 3 plus grosse. minutes and 35 40 moteurs seconds au lieu de into 33 today's sur le mission. booster, And 9 at 2 moteurs au plus lieu de 6 6 minutes and sur 32 Starship. seconds, we expect to have some great views of Starship va the beaucoup first évoluer. stage entry burn. For the entry burn, we Ouais, realized c'est en three plus of the c'est une M1 question de engines logistique on the derrière. first Il faut avoir les stage. moyens de pouvoir Non, exploiter faut avoir les une moyens, telle ouais. fusée. Starting with the center E9 engine, followed shortly after by C'est the Green, je suis allé E1 regarder and les E5 chiffres au engines, niveau de Starship. which Là. slows down the vehicle À as it l'heure de passes gloire de la back Saturn into 5, Earth's atmosphere. tu vois vraiment à l'heure de We gloire need la to slow Saturn down to 5, reduce leur re-entry record, forces, ils en ont tiré which 5 en ultimately 1 an. helps us recover and Ce reuse qui the est fou first quand tu y stage. penses. 5 en 1 an. Et c'est tout. Ça fait beaucoup. Bah, C'est énorme vu comment c'était pas construit comme Starship, tu vois. Ils ont réussi à en tirer 5 en 1 an. During the entry burn, C'est- Falcon 9 is c'est très decelerating impressionnant. by firing its Merlin engine, Très but impressionnant. we're still moving really, really fast. Et on se rend And compte qu'en this fait causes la the vehicle Saturn to 5 fly quand elle avait through l'argent Merlin's exhaust et la gases, cadence which était are also proche de called- Starship which is also aujourd'hui. known as the Ce qui est rocket's terrifiant plume. quand tu penses que And Starship this n'est qu'un deposits prototype, a layer of soot on the un vehicle prototype surface, en cours de which is why développement. our Quoi. flight-proven vehicles look so toasty. And that soot comes from the carbon-based fuel that Falcon 9 uses, the RP-1. Donc là, on va avancer un peu, on va aller directement voir la récupération du booster. Reusability is key to low. On va aller à 120 km, Entry burn. 33 km, voilà. Donc là, As it le heads booster back redescend, towards 4300 landing km zone par heure en 1 direction de la at Floride. Cape Canaveral Ils Space avaient un Force budget Station. infini à l'époque, absolument. Nominal trajectories. Là, le budget de la NASA était totalement fou, hein, en termes de PIB et tout ça. Là, on est aujourd'hui, c'est... Aujourd'hui, In SpaceX about 30 a seconds, we will un begin budget, the n'a pas le budget de la landing NASA des burn années 60, quoi. on stage 1, Mais ils where sont plus the efficaces center parce engine qu'ils ont un is budget Stage limité, one, ils FTS, comptent take. mieux leur argent. Stage 2 is in terminal C'est guidance. aussi les réformes récentes qui ont fait qu'il n'y a plus de contrats, enfin, de cause plus quoi. Mhm. all great stage 1 columns Maintenant will c'est que fail. des coûts fixes, donc ça les aide Il beaucoup faut à être réguler leur efficace, budget. il faut mieux gérer l'argent. Stage 2 FTS has saved. 20 km, oh là 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 là, les vues. On connaît le pourcent de PIB pour la NASA dans les années, mais attends, ils avaient plus de 5% du PIB des US dans les années 60. Ten Green. À l'heure C'était de un délire, hein. C'était Faut se rendre 5%. compte qu'à l'époque, vraiment, c'était les vannes étaient ouvertes, ils avaient du pognon. Les Saturn 5 étaient produits en série, genre c'était de la chaîne, de la production de chaîne, genre, c'était de la démence. Le programme Apollo, c'est plus de 300 milliards de dollars. Ils ont dû couper le programme Apollo pour la guerre au Vietnam, hein, faut se rendre Ouais, compte. Hein. ils ont choisi. Nixon avait soit on continue l'espace, soit on fait la guerre. Nixon a dit on fait la guerre. Et ils ont tout coupé. Stage 1 Ils ont landing tout arrêté. confirmed. Alors qu'ils avaient Saturn 5, quoi. C'était de la folie. We Regardez-moi also ça, had c'est Seagull beau, 1. hein. And with that, let's C'est tellement return banal. to our mission in progress. Voilà, on va regarder l'atterrissage. Les prises de vue. Stage 1 entry burn shutdown. Badcade, c'est perdre une chose, le problème c'est facile de faire la guerre, c'est difficile de faire la paix. Both vehicles continue to follow nominal trajectories. Tout ça pour perdre. Ça c'est un autre problème, c'est un autre débat. Mais ouais, c'est... In about On 30 regrette seconds, tous ce we will choix. begin the Moi j'aurais landing sacrifié le burn Vietnam sans on aucun stage problème 1, where pour On s'en avoir, fout, c'est un pays à la con, à l'autre bout du Voilà. Pacifique là. pour l'espace, hein. Stage 2 is in terminal guidance. Y a pas plus pacifiste que les mecs qui aiment l'espace, généralement. Littéralement. Moi je préférais que les 600 milliards de l'armée américaine passent dans le spatial, hein. Putain. Ouais. Je peux vous dire que ça aurait fait tout drôle aux communistes de dire ah ils ont une base sur la lune, comment on justifie ça? Oh là là. Incroyable, hein, l'arrivée. Les caméras de tracking. an Ça, il y a awesome quelques view of années, landing c'était... burn. We are now c'était waiting fou, for quoi. Falcon Aujourd'hui, 9 to land back c'est on devenu normal. land at Ça, je crois landing qu'ils ont zone dépassé 1. les 350 atterrissages de booster, Tengreen. Stage 1 landing light 350 deployed. atterrissages de booster depuis C'est énorme. 2015. Il y a personne à part eux qui a envoyé une fusée en And orbite there you et have a it. récupéré le That premier étage. landing marks SpaceX's 364th recovery of an orbital class Oh bah voilà, rocket, attendez, elle a dit including le first nombre. stage Attendez, landings je vais for remettre. Falcon 9 and Falcon Heavy. Je vais écouter le son à fond. And there you have it. That landing marks SpaceX's 364th 364e récupération d'un booster. 364. Ça en fait. Donc ouais, voilà, SpaceX qui continue de faire sa vie et de tirer 17 fois en 31 jours. Pendant ce temps-là, Ariane 6 qui s'est bien passé, ils ont redécalé le tir à février.
ça va faire 2 tirs en 8 mois. 2 tirs en 8 mois, SpaceX 17 tirs en 31 jours. Vous savez, les chiffres ne mentent pas à un moment sur votre efficacité et votre impact sur l'écosystème. Le spatial européen, l'écosystème des lanceurs est totalement mort. Il ne se passe plus rien. Et Ariane 6 n'est pas la solution. Voilà. Bon, maintenant on va attaquer le drama. On va parler paperasse, logistique, on va parler Starship. Et il y a eu des élections américaines, d'accord? Il y a eu des élections américaines. Je le dis souvent, mais la NASA n'a pas beaucoup d'argent par rapport parfois à ses ambitions. Et vous avez Musk et le Doge qui sont arrivés aux manettes, le Department of Government Efficiency, et ça commence maintenant à parler ouvertement de peut-être réformer certaines choses, annuler certains programmes. Le but va être d'économiser 2000 milliards de dollars sur 2 ans, et c'est pas l'argent dépensé inutilement qui manque. Il y a ce qu'on appelle pork and fat, le porc et la graisse du Congrès qui se baladent partout. On fait des budgets astronomiques pour des choses qui ne servent pas forcément à grand chose. Et il y a les conflits entre les congressmen qui veulent récupérer l'argent de la NASA. Vous savez peut-être du gouverneur Shelby, qui était le plus grand défenseur de la SLS. Alors que la SLS, je l'ai toujours dit, c'est une très belle fusée, mais elle n'a aucun avenir en termes d'écosystème économique. Elle coûte beaucoup trop cher. On est entre 3 et 4 milliards de dollars le tir. C'est absurde. Alors qu'on a plein de nouveaux lanceurs qui arrivent, comme la New Glenn, la Vulcan, Starship, qui vont être bien moins chers. Et maintenant qu'on a eu l'étape des élections qui sont passées, que Musk est là, que Trump est là, on commence ouvertement. Les gens n'ont plus peur de commencer à prendre la parole en disant il faut qu'on... Ah, et je le dis, je le répète, Artemis est dans le mur en termes de vision à long terme. Gateway n'est pas une solution. Artemis est dans le mur en termes de budget. C'est des politiciens et des technocrates qui ont fait ce programme sans aucune vision à long terme en termes de viabilité de l'économie. On est dans le mur. Il y a des technologies incroyables qui arrivent, mais sur le long terme, c'est dans le mur. Et vous avez Eric Berger cette semaine qui a mis le feu aux poudres sur Twitter. Donc Eric Berger qui est un journaliste plutôt connu du milieu, qui a écrit aussi d'excellents bouquins que je vous recommande. Qui est aussi très bien informé, Eric Berger. Parfois, il se fait même troller parce qu'il est un peu trop bien informé. On se dit qu'il raconte des conneries. Il s'avère que souvent, il a raison. C'est aussi quelqu'un qui est biaisé parce qu'il adore SpaceX. C'est un SpaceX fanboy. Mais ça n'empêche que c'est quelqu'un qui a ses sources, qui a ses renseignements. Et écoutez ce qu'il dit. Ça date d'il y a quelques jours. Pour être clair, nous sommes encore loin que quoi que ce soit taillé dans le marbre. Mais par rapport aux rumeurs que j'entends venant de la NASA, il y aurait 50% de chance, 50-50, une chance sur 2, que la SLS soit annulée. Voilà. Pas juste le bloc 1B, mais le bloc 2, mais absolument tout. Il y a d'autres options pour amener Orion sur la Lune. Une des raisons que la SLS existe, c'est servir le programme Artemis pour amener la capsule Orion. Donc je vais vous montrer de quoi il parle, parce que peut-être que les gens ne comprennent pas. Voici la SLS, ok? La SLS, aujourd'hui, elle n'a aucune viabilité économique. Personne ne veut tirer avec la SLS parce que faut payer la facture. Voilà. Et à 3 000, la NASA ne veut pas sortir 3 milliards de dollars pour aller mettre des satellites d'exploration comme Psyché, pas Psyché, si Psyché, ou non, Europa Clipper, en orbite et tout ça. Donc ça sert uniquement pour Orion. Orion, c'est ce qui amène les gens, ce qui va amener les gens sur la Lune, ou en tout cas aller autour et tout. Donc voilà Orion. Et avec le deuxième étage, ce qu'on appelle l'Interim Cryogenic Propulsion Stage, on va l'appeler ICPS, l'ICPS. Donc la SLS est suffisamment puissante et capable d'embarquer assez de charges utiles pour prendre l'ICPS, tout Orion, et après les amener sur une trajectoire lunaire, sur une orbite lunaire. Et ça fait cher, d'accord, pour ça. Et dès l'arrivée du programme SLS, entre autres en 2017, 2016, 2017, il y avait des gens comme Bridenstine, le patron de la NASA, l'administrateur de la NASA, qui avait dit « Ouais, mais les mecs, votre SLS, elle est hors de prix, on peut faire ça différemment, pour beaucoup moins cher. » Vous pouvez vous en douter, il avait repris une tempête de feu des congressmen qui voulaient récupérer l'argent du budget de la SLS. Aucune, on s'en fout, que ce soit hors de prix. L'important, c'est les emplois que ça donne. Pork and fat, littéralement. Il y a des milliers de gens qui bossent derrière la SLS, même si on sait que la SLS est hors de prix.
jamais personne n'a osé officiellement s'attaquer à la SLS, alors qu'on pourrait sans problème, donc voilà Orion et le deuxième étage, donc l'ICPS, on pourrait... c'est Boeing la SLS. Mais bien sûr que c'est Boeing la SLS. Qui tu penses pourrait être aussi nul et aussi lent et demander autant d'argent? Bien sûr que c'est Boeing. Voilà. Donc ouais, voilà l'ICPS et Orion. Et il existe des solutions pour ça. La SLS n'est pas une fin en soi. On a moyen, sans aucun problème, de casser ça en deux et de commencer à tirer peut-être sur une Vulcan. Surtout qu'en plus l'ICPS, Ten Green, tu pourrais tirer l'ICPS avec la Vulcan, tu pourrais tirer Orion avec une Falcon Heavy, et tu les fais se rejoindre en orbite, et t'arrêtes d'avoir les chocottes de louper l'assemblage, quoi. À un moment, il va falloir prendre des risques et assembler des choses en orbite, on sait le faire, c'est juste qu'il y a toujours, des gens qui disent « Oui, mais c'est mieux si on tire tout d'un coup ». C'est vrai que c'est mieux si on tire tout d'un coup, mais si on peut économiser plus de 2 ou 3 milliards de dollars, faut peut-être essayer de faire ça. Donc déjà en 2017, l'idée était sur la table, elle avait été balayée. Maintenant, avec l'arrivée de Trump et Musk derrière, je peux vous dire que l'idée est totalement de retour. Et l'idée a fait son chemin aussi à la NASA. Il y a des gens à la NASA qui ne pouvaient pas dire ça ouvertement et qui ne le feront pas encore aujourd'hui. Mais je peux vous dire qu'il y a des gens à la NASA qui voudraient que l'argent de la SLS soit redirigé dans d'autres programmes. La SLS, c'est un gouffre Afrique qui existe pour la politique. Et on a des solutions. S'il y a une administration qui peut faire annuler la SLS, c'est celle-là. Et ce sera une très très bonne chose en termes d'écosystème économique. La SLS, c'est un gouffre Afrique qui coûte beaucoup trop cher pour ce que c'est. Et elle n'a aucune viabilité économique. Voilà. Donc c'est... Les prochains mois vont être très très intéressants à suivre. Mais rappelez-vous qu'il y aura une énorme pression politique pour la garder en vie simplement à cause des emplois. Et généralement, les États spatials sont républicains. Vous voyez? Il y a aussi un enjeu que, est-ce que les républicains, est-ce que l'administration Trump et Musk derrière vont avoir les couilles, c'est de ça qu'on parle, de tailler dans le lard des électeurs de Trump. Peut-être du sud, du grand sud, de l'Alabama et tout ça, Huntsville. Est-ce qu'ils vont oser s'attaquer à des congressmen républicains? Ça va juste être ça. La SLS existe que pour ça. Voilà. Donc on suivra ça avec énormément d'attention. Cette semaine, on avait le 31e salon conférence de l'investissement Baron. Et on avait toutes les huiles du spatial qui étaient présentes, généralement sur un parterre d'investisseurs et tout. Donc c'est des événements annuels, hein, c'est des trucs du milieu de la finance. Et on avait Gwynne Shotwell qui était présente. Donc, alors, je parle souvent, on associe Elon Musk. Elon Musk est la personnalité publique de SpaceX qui polarise, que tout le monde connaît. La vraie patronne de SpaceX sur le terrain, c'est Gwynne Shotwell. Okay, Gwynne Shotwell, c'est un personnage très intéressant. Déjà, c'est pas n'importe qui. C'est une ingénieure, hein, pour ceux qui sont... c'est pas juste une jolie blonde, une maman jolie blonde qui traîne là. C'est une ingénieure mécanique de formation. Elle a commencé à bosser chez Chevrolet, elle s'est barrée parce que ça lui plaisait pas, elle s'est démontée des moteurs et tout. C'est une tête, Gwynne Shotwell. Et c'est elle aujourd'hui qui gère entre autres tout Starbase, qui gère absolument tout à SpaceX. C'est l'éminence grise d'Elon Musk. C'est la patronne de SpaceX. C'est la patronne de SpaceX, littéralement sur le terrain. Elon Musk aujourd'hui n'est plus trop présent à SpaceX, même s'il suit avec beaucoup d'attention ce qui s'y passe. C'est Gwynne Shotwell, la patronne. Donc généralement pour les relations publiques, on évite de trop amener Elon Musk, parce que Elon Musk a un franc-parler qui dérange. Gwynne Shotwell est adorée dans l'industrie, par même ses concurrents et tout ça. Voilà. Bah, elle a son âge, hein, elle doit avoir plus de 50 balais, Gwynne Shotwell. Hein, je peux te dire que 50 balais, il y a pire. Hein. Si elle veut un Toy Boy, voilà. Hein. Galpin, ça l'intéresserait. Hein. Ah bah non, c'est pas une Magalax agrégée de lettres avec une étude sociale. Hein. C'est une ingénieure de formation, Gwynne Shotwell. Donc ouais, Gwynne Shotwell a dit plein de choses très intéressantes sur SpaceX et on va aller voir ça. Hop là. Tac. Voilà, on va aller voir Space News qui a fait un article sur le sujet. Et c'est très très intéressant. Tac. Alors, Windows Capture, c'est parti. Hop. Hop. Voilà. Alors, Gwynne Shotwell prédit que Starship va devenir, ou est déjà potentiellement, l'élément
le plus important du business plan de SpaceX. Alors que c'est vrai que pour nous, Starship n'a encore jamais amené une charge utile en orbite. Mais elle, qui est dans ce milieu-là, donc ça a été écrit il y a 2 jours l'article, hein. Elle qui est dans ce milieu-là, c'est déjà que Starship va devenir, ou est déjà sûrement le futur de SpaceX. Alors que la constellation Starlink est sur le point de devenir la poule aux œufs d'or de SpaceX, la patronne de la compagnie pense que c'est Starship qui va avoir l'impact le plus long impact à long terme sur l'écosystème. Top, voilà, elle dit que Starship va nous amener au sommet pour devenir, écoutez bien ce qu'elle dit, la compagnie avec le plus de valeur au monde. Pour donner un élément de comparaison, SpaceX aujourd'hui, la valeur de SpaceX est estimée à 210 milliards de dollars. Mais là, ils vont faire une levée de fonds prochainement et la valeur est estimée à 250 milliards de dollars. Pour vous donner un ordre d'idée de ce que ça représente, ULA, qui est un peu le concurrent de SpaceX dans l'écosystème américain. À combien tu penses que la valeur de ULA est estimée, Tengreen? Alors là, je dirais 2 fois moins quand même. Donc tu mettrais la valeur à 100 milliards de dollars de la valeur de Ouais, ULA? à peu près, je pense, ouais, quand même. Bon, c'est quand même énorme, hein, mais je sais pas, j'ai du mal à juger à ce niveau-là. 12 milliards de dollars. Ah oui. La valeur de ULA, un des concurrents de SpaceX, est estimée à 12 milliards de dollars. Il y a une raison à ça de comment SpaceX est autant évalué. Voilà. Eh ben, il y a une... Oui, oh, la différence, mais attends, mais ça fait ouais, plus de... ça ça fait quasiment du x20. C'est ça. En comparaison, la compagnie qui a le plus de valeur au monde, Nvidia, donc le fabricant de puces, a une capitalisation au marché, une valeur d'environ 3,4 trillions de dollars. Voilà, donc de SpaceX c'est à 250 milliards, donc Nvidia a genre 15 fois plus de valeur que SpaceX. Voilà. Et écoute bien Tengreen, ça va être la réponse à ta question. La valeur de SpaceX, la valeur ajoutée de SpaceX, est totalement tirée par le haut par Starlink, qui à l'instant T a 5 millions d'abonnés, et elle vous dit, Gwynne Shotwell, que ils vont faire de l'argent avec Starlink cette année. Moi je vous le dis, hein, par rapport aux chiffres et tout ce que j'ai lu, je sais que Starlink, Q4, ils vont faire de l'argent. On a déjà eu des quarters où on a fait de l'argent avec Starlink dans le passé, et on commence à générer de l'argent avec Starlink cette année. Voilà. Elle a refusé pour des raisons logiques, vu que Starlink n'est pas une compagnie publique, de rentrer... alors quand je dis public, c'est qu'elle n'est pas cotée en bourse. Elle a refusé de rentrer dans le détail des finances de Starlink quand on lui a demandé. Néanmoins, ça j'en avais déjà parlé, mais tout est à prendre avec des pincettes. Et elle vous dit, la compagnie, vous imaginez même pas la valeur de la compagnie. Voilà. Tout simplement à cause de Starlink. Donc SpaceX est aussi haut en termes de valeur parce que Starlink tire vers le haut. Starlink, écoute Tengreen, rajoutera un 0. Donc ce qui est logique. Tengreen, si c'est à 220 milliards de dollars, t'enlèves un 0, on revient au niveau de ULA à peut-être 24 milliards au lieu de 240 milliards, tu vois. Donc c'est bien Starlink, et elle le dit elle-même, qui tire totalement la valeur vers le haut. Cette croissance vient de plusieurs marchés au niveau de Starlink. Ça vient simplement des gens qui achètent des abonnements, mais aussi les services maritimes et la connectivité pour les avions. Ils ont énormément de contrats. Pour ceux qui suivent mon actualité, je dis souvent que Starlink aujourd'hui équipe le plus grand armateur au monde. On a des milliers de bateaux qui sont connectés avec Starlink. On a des compagnies aériennes dont Air France qui sera la première vraie grosse compagnie aérienne en Europe à être équipée de Starlink. Et SpaceX va même commencer très prochainement, via Starlink, à offrir des services directement de téléphone. Donc même plus besoin de Starlink. Vous pouvez envoyer des messages via satellite sans réseau. Et par exemple, quand il y a eu des ouragans récemment, désolé je vois pas le chat en même temps, il y a eu des ouragans récemment en Floride et en Caroline du Nord, la FCC, donc qui gère toutes les télécoms aux US, ont donné en urgence un feu vert temporaire à SpaceX et à Starlink pour opérer la connexion main à main via T-Sat, via T-Télécom. Et ça s'est superbement bien passé. Donc il y a eu des gens en Floride et en Caroline du Nord qui ont pu accéder à leur téléphone et envoyer des messages directement via les satellites Starlink. Ce qui est une révolution dans des zones où il n'y a pas de connectivité pour les services d'urgence. Donc vous pouvez communiquer sans avoir un poste Starlink juste avec un téléphone.
C'est de la folie, hein, ce que je vous dis là. Et tout ça, on est encore qu'à ses prémices. Et on va commencer à rentrer dans la révolution. On l'est déjà technologiquement parlant, mais en termes de business plan, Starlink, vous vous rendez pas compte. Voilà. Guerre, merci, dis-moi. Voilà. Donc ouais, c'est très très intéressant de voir comment elle parle de Starlink et du futur. Néanmoins, voilà, elle pense, et elle le dit, que Starship, à long terme, va avoir plus de valeur que Starlink. Je pense que Starship va devenir la chose qui va nous amener sur le toit du monde en termes de valeur de compagnie. Nous ne pouvons pas comprendre, et je le dis souvent, et je suis d'accord avec elle, nous ne pouvons pas comprendre à quel point Starship va avoir un impact sur l'humanité et sur les hommes en général. Et je pense que Starship va devenir la valeur primaire, le dénominateur de valeur, plutôt que Starlink, le vrai créateur de valeur chez SpaceX. Voilà. Et c'est simplement basé sur le fait qu'ils vont avoir ils vont avoir à disposition une fusée avec près de 100 tonnes en orbite qui pourra être réutilisée. Cela va absolument tout changer en termes de spatial. Et pas juste pour diminuer les prix. Les prix, voilà, vont être tirés vers le bas. Starship est tellement gros en termes de capacité que le concept d'amener des choses dans l'espace et de comment les gens vont voyager dans l'espace va être bouleversé. Et ça, je vous le répète depuis des années, que même moi, même Ten Green, qui sommes là-dedans, on peine à imaginer le potentiel de Starship au niveau de son impact sur comment on fait l'espace et comment on exploite l'espace. Starship est une révolution aussi importante, et ça je le dirai toujours, que l'introduction du charbon dans l'industrie au 19e, ou de l'arrivée de l'électricité dans l'industrie. Starship est un point de rupture technologique qui va nous ouvrir des horizons qu'on n'imagine pas. Tout simplement. Voilà. Faut se rendre compte que de base, personne n'avait demandé à Starship. Personne n'a demandé ça. Et ils le font. Ils vont créer un besoin d'eux-mêmes. C'est comme la Falcon Heavy, au début ils l'ont fait, il n'y avait pas de besoin, mais finalement il y a eu du besoin qui est apparu plus tard. Et du coup ça va être un temps, ça va être un petit temps, le temps que ça arrive. Mais il y a des gens en ce moment, il y a des gens qui ont conscience que Starship est là, fonctionne, et il y a des gens qui bossent là, où on parle, qui bossent sur comment utiliser Starship en premier avant la concurrence pour créer quelque chose de nouveau pour générer de l'argent. Voilà. Starlink fait partie de ce genre de choses. Blablabla. Alors, et là écoutez, c'est assez fou ce qu'elle dit, mais vous savez que Gwynne Shotwell a plus les pieds sur terre que Musk. Souvent, en termes de prévision et tout ça, Gwynne Shotwell est très posée, elle ne mitonne pas, vous voyez. C'est une tête, hein. C'est une tête, Gwynne Shotwell, hein. Et elle a les pieds sur terre, Gwynne Shotwell. Alors que parfois Musk, ses timelines et tout, on a déjà vu que c'était un peu olé olé. Gwynne Shotwell est un peu l'antithèse de Musk sur ça. Elle prédit que Starship va très rapidement éclipser les Falcon 9. Et que c'est pas improbable alors la Falcon 9 a déjà été lancée plus de 400 fois. Et elle vous dit, je ne serais pas surpris si nous faisons voler 400 Starship dans les 4 prochaines années, dit-elle. C'est pour vous mettre en parallèle par rapport à la Falcon 9. 400 Et Starship. elle suggère même que la Falcon 9 pourrait être retirée et mise à la retraite, ainsi que la capsule Dragon, utilisée pour les missions habitées, dans les 6 à 8 prochaines années, au fur et à mesure que les clients, dont la NASA, pourraient basculer sur Starship. Voilà. Ron Baron, donc le patron de Baron Capital, voilà, donc qui a fait l'interview avec Shotwell, semble être convaincu par le potentiel de croissance de Starship, parce que c'est vrai que Baron, vous savez que la compagnie n'est pas publique, vous pouvez pas acheter des actions. Par contre, SpaceX vend déjà des parts pour les investisseurs. Et Baron Capital fait partie de ces investisseurs qui ont très tôt misé sur SpaceX dès 2017. Et écoutez ce qu'il dit. Donc Ron Baron, il dit que la firme a déjà fait, donc son Baron Capital, ça... C'est absurde. Ils ont déjà récupéré 7 fois la valeur de leur argent depuis qu'ils ont investi dans SpaceX en 2017. 7 fois la valeur. Et nous pensons que nous allons tripler cette somme encore et encore sur les 5 prochaines années, jusqu'à 2030. On pourrait faire 5 fois ce qu'on a déjà refait. Encore, c'est assez fou. C'est assez fou. Mais ça vous montre
le potentiel de SpaceX grâce à Starlink, grâce à Starship. Tout ça est lié. Ce sont des écosystèmes qui ont tous un pied dans la même chaussure. Et ça, c'est le génie d'Elon Musk, de faire des entreprises qui ont besoin l'une de l'autre, et on crée carrément un nouvel écosystème économique. On crée un nouvel écosystème. C'est fou, hein. Voilà. Il n'y a pas encore de marché pour Starship. Si, il y en a. Starlink. Starship va être là pour tirer du Starlink de nouvelle génération et améliorer le réseau qui est déjà là. Et la NASA a payé pour Starship. Donc il y a déjà un écosystème naissant avec les investissements qui sont là et avec la source d'argent. Voilà. C'est quelque chose d'assez incroyable. Et pour vous donner un exemple concret sur le terrain, parce que c'est vrai que je vous dis des chiffres là, Starlink est en train d'exploser, on va sur les 5 millions d'abonnés. Je vais vous donner des exemples concrets. Moi qui suis en détail l'évolution de l'écosystème de Starlink, je vais vous montrer des exemples. Laissez-moi trouver, si je trouve mes exemples. Ça, c'est sorti cette semaine. C'est des petits contrats, mais qui vous donnent un petit peu l'exemple. L'Écosse a une compagnie de train. L'Écosse, voilà, a des rails, a un système ferroviaire. Tu savais qu'il y avait des trains en Écosse, Ten Green? Bah, je veux dire, oui, bon, Ouais, ça mais me pas. bon, t'y connais pas plus que ça, comme moi, quoi. Ah oui, je Bon, connais ça pas. va. Oui, il y a des trains, mais après, est-ce que je connais le détail de comment ça fonctionne? Non. Donc, la compagnie qui gère ça, Clarus Network Groups, a annoncé, en partenariat avec ScotRail, qui est la compagnie qui gère les trains écossais, Wilson, que donc, Clarus, via la compagnie nationale qui gère les trains, vont déployer des Starlink à bord des trains écossais. On avait déjà vu un contrat similaire au Kazakhstan, où la compagnie nationale des trains kazakhstanais, Ten Green, ou au Kyrgyzstan, avait passé un contrat avec Starlink pour mettre aussi des Starlink dans les trains. Voilà. Et travaillant avec Starlink et toute la régulation industrielle du coin, Clarus a certifié Starlink pour des standards rigoureux qui vont avec... ils vont dronifier les trains, absolument pas. C'est une offre pour les clients. C'est pour que les clients aient de l'internet haut débit dans le train. Ça n'existe pas, ça. De l'internet haut débit dans les trains. Les Wi-Fi... va voir la SNCF. Va voir les débits de la SNCF dans les trains. Là, mon gars, tu pourras... C'est une catastrophe. streamer Pour dans le prendre le train, c'est une catastrophe. Hein. Ouais. Et... Tu penses que l'on pourrait user de Starlink pour avoir des moyens de communication à très grande profondeur pour explorer les fonds marins? C'est une bonne question. Je ne sais pas comment Starlink se comporte dans l'eau. Dans l'eau, sous l'eau. On arrive à faire du Starlink à très longue distance, sûrement plusieurs millions de kilomètres. D'ailleurs, SpaceX va commencer à tester du Starlink depuis mars. On sait que ça fonctionne, mais sur l'eau, je ne sais pas. Sous l'eau, je n'ai rien lu, jamais rien lu sur le sujet. Comment Starlink se comporte, les lasers Starlink dans l'eau. C'est une très bonne question. J'en sais rien, donc je vais pas dire de conneries. Donc on va avoir des trains écossais équipés de Starlink. Et on a une autre news énorme qui est passée cette semaine aussi. Je vais vous montrer. Alors peut-être que certains n'ont pas suivi l'actualité, mais le gouvernement Trudeau au Canada a passé un contrat de 2 milliards de dollars, je crois, avec des Québécois, pour déployer une constellation un peu de satellite équivalent à Starlink, pour amener aux Canadiens de l'Internet. Ça serait pas prêt avant 2030. Les gens au Canada ont gueulé, mais pourquoi vous dépensez 2 milliards de dollars juste pour ça? Achetez Starlink. Et Trudeau a dit, oui, mais on veut que ce soit canadien, blablabla. Donc beaucoup de gens gueulent sur le fait que Trudeau a balancé 2 milliards de dollars par la fenêtre alors que les solutions existent déjà. Vous savez quoi? L'État de l'Ontario a dit merde à Trudeau. Et ils ont fait ça. Ça a dû grincer des dents au Canada, mais l'Ontario a décidé d'eux-mêmes de lancer un contrat avec Starlink. L'Ontario vient de signer un deal à 100 millions de dollars. C'est absolument énorme. Hein. C'est un des plus gros deals que j'ai vu passer pour du Starlink, 100 millions. Avec le système Starlink d'Elon Musk. Blablabla. Doug Ford... Doug Ford a signé un contrat de 100 millions avec SpaceX pour amener de l'Internet à haute vitesse aux citoyens de l'Ontario, donc dans les zones rurales et dans le nord de l'Ontario, qui n'ont pas accès à de l'Internet haut débit. Ce nouveau programme appelé ONSAT, stand for Ontario Satellite Internet, va apporter Starlink à près de 15 000 foyers, a dit le ministère de l'infrastructure de l'Ontario, Kinga Surma.
Ces communautés vont gagner accès à de l'internet à haute vitesse qui va pouvoir entre autres supporter le streaming, les appels vidéo, le online gaming ou les jeux vidéo online et plus d'activités qui vont permettre, qui sont devenues des secondes natures pour la plupart d'entre nous. Ce service va être utilisé to connect people, blablabla. Donc ouais, voilà. Ce pourquoi Starlink est fait. C'est un investissement à près de 100 millions pour nous. Donc ça va être subventionné, Ten Green. C'est l'État de l'Ontario qui va donner aux foyers, à des foyers, 15 000 foyers en zone rurale, Starlink. C'est totalement dingue. C'est pas juste Jacques le Croquant qui va prendre ça, quoi. C'est l'État de l'Ontario qui va dire... Nous, on s'en bat les couilles de Trudeau et de ses grands projets. On a un problème maintenant. On veut une solution maintenant. On file 100 millions de dollars à Starlink et on va équiper 15 000 foyers pour l'Internet haut débit. Voilà. Tac. Ah, c'est le problème de prendre des programmes où tu vas mettre tellement de temps que ça arrive et ils ont pris le pas avant et eux, c'était pas pensé pour ça, mais les gens s'en servent donc c'est gratuit, c'est du contrat en plus. SpaceX a gagné après un appel d'offres robuste, transparent. On a testé la compétitivité, on a fait un assessment extrêmement, une évaluation technique honnête, transparente, financière, d'évaluation financière, dit Michael Lindsay, le CEO des infrastructures de l'Ontario. Voilà, bon, je ne vais pas rentrer dans le détail, mais ils sont, voilà. Et Musk avait envoyé un pic il y a longtemps à Trudeau sur ça. Trudeau qui avait lâché 2 milliards de dollars pour un truc qui n'existe pas. Et Musk avait dit, vous avez qu'à me filer 1 milliard, hein, et moi je vous file tout le monde au Canada, tous les gens au Canada pour 1 milliard de dollars, tous les gens au Canada, tous les foyers qui n'ont pas Internet ont Internet. Aïe, aïe, aïe. Ça en dit long. Hein. Après, c'est aussi donner le monopole à quelqu'un. Ça, c'est un autre problème. C'est toujours le même problème. Et on sait que Trudeau Trudeau ne fait pas partie des gens qui supportent Elon Musk. Et Trudeau, Trump et Musk et tout ne sont pas dans le même camp politique. Mais il y a le pragmatisme du terrain qui est là. Starlink amène une solution à un problème. Voilà, donc ça vous donne un peu la... Et moi qui suis ça, chaque semaine, je vois passer des contrats. Des contrats de Starlink. Que ce soit des mecs dans le Pacifique, en Indonésie, pour des armateurs, des compagnies aériennes. J'ai même vu là un groupe technologique qui teste des nouveaux réacteurs d'avion, Ten Green, donc on se dit des mecs... qui n'ont rien à voir avec l'Ontario, quoi. Bah, sur leur nouveau développement, sur leur nouvel avion de développeurs technologiques, putain, ils ont mis Starlink pour récupérer de la data en vol en temps réel à grande vitesse, tu vois. Et ça apporte tellement de solutions à tellement de gens, et ils sont en monopole aujourd'hui. Ils sont en monopole, Kuiper n'est pas là, il n'y a pas de concurrent. Et ça, ils sont partis de zéro en créant une offre que personne ne pouvait penser que ça existait. Et l'internet par satellite, ça existe depuis longtemps, mais c'était de la merde. Starlink fonctionne incroyablement bien. Alors là, il y avait un pauvre diable dans une minute spatiale qui m'avait dit il y a longtemps, ouais, Starlink est... Enfin, il y a longtemps, il y a 2 mois, m'avait dit Starlink est une énorme fraude. Comment vous voulez que je réponde à quelqu'un qui est autant limité et biaisé et en termes de connaissances sur le sujet? Si ce serait de la merde, il n'y aurait pas autant de contrats et personne n'en voudrait. Bien sûr. Bon, allons à Starbase. On a un vol qui approche lundi de Starship, vol 6. On va aller voir un peu toutes les photos. La semaine a été chargée en prévision d'un vol. Vous avez toujours énormément... la semaine dernière, on n'avait rien au pad. Ce qui est quand même inquiétant quand vous avez un vol dans une semaine. Vous avez absolument rien au pad. Regardez à quoi ça ressemblait il y a une semaine. Ça, c'est comment on bosse à Starbase pour remettre en urgence un pad en état. Vous avez les chopsticks, ça. Et regarde le nombre de treuils, Ten Green. Quelque chose. C'est SpaceX, c'est comme ça que ça bosse. 50 000 treuils, toutes les équipes techniques qui bossent. Donc ouais, là, ils ont déjà la paperasse. La paperasse est déjà claire, ils ont la licence de tir. Par contre, bah, il faut amener... il faut amener le matos au pad, il faut full stack. Donc il y a quelques jours de cela, on a S-31 qui est sorti du hangar. S-31, donc le dernier Starship V1. D'ici 3 mois, on aura peut-être un nouveau vol. Ce sera un Starship V2. Donc le dernier des Starship V1. Comme je dis, on avait beaucoup d'interrogations sur ce qu'ils allaient essayer de faire dans le vol. Et on commence à avoir maintenant, grâce aux photos, certaines indications. Donc, regardez un peu le monstre. Avec Monsieur Banane. Regardez.
La banane que vous voyez là dans Monsieur Banane, donc pas Monsieur Banane, mais la banane que tient Monsieur Banane est à taille réelle. D'accord? La banane est à taille réelle. C'est un élément de comparaison. Vous comprenez la taille du machin. Combien de bananes Ten Green on pourrait mettre dans Starship? Donc ouais, S31 a fait sa sortie. Une des indications, comprenez qu'avec le 5e vol qui a été parfait, la campagne de tir des V1 est terminée. Ils ont atteint tous leurs objectifs contre toute attente, sûrement. Ils ne pensaient pas être capables de récupérer le booster du premier coup, ils ont réussi. Ils ne pensaient pas être capables d'amener... de faire un amérissage parfait dans l'océan Indien. On sait qu'ils l'ont réussi, pour faire simple, ce qui est incroyable, mais ils ont un Starship V1 dont ils ne savent pas quoi faire. Dit comme ça, c'est fou. Ah merde, on a un Starship, on a un prototype dont on ne sait pas quoi faire parce qu'on a déjà récupéré toute la data. Donc ils vont faire un vol bis, ils vont retenter de récupérer le booster, et ils vont aussi essayer des nouvelles choses. Déjà, ils vont prendre de l'avance sur les prochains vols en allumant un moteur Raptor là-haut, ce qui a jamais été fait. Ils n'ont jamais rallumé un moteur Raptor en suborbital. Donc ils vont essayer de rallumer un moteur Raptor et récupérer la data. Et regardez ce qu'ils vont essayer de faire. C'est assez fou. Ça, c'était S30. S30, c'est le vétéran qui a fini dans l'océan Indien. C'est le vétéran du vol 5, S30. Cheers. Le mec a fait son taf. Regardez bien le bouclier. Les V1 ont atteint tous leurs objectifs PP, c'est ce que j'ai dit? C'est ce que j'ai pas dit? J'ai dit V2, c'est V1. Donc ça c'est S30, regardez, S31. Pris sous le même angle. Quelle différence vous notez le chat? Ten Green, quelle différence tu notes? Il y a moins de tuiles. Ils ont enlevé tout le flanc du bouclier thermique. Ils vont essayer de faire... Alors ils l'ont dit, ils vont faire une réentrée plus agressive en termes de trajectoire. Ils vont augmenter volontairement via la trajectoire. Ils vont augmenter les contraintes thermodynamiques sur Starship. Et en plus, ils ont diminué le nombre de tuiles. Ils vont essayer de casser Starship. Ils vont essayer d'aller voir quelle est la limite exacte de quand ça casse, de où ça casse et de pourquoi ça casse. Pour ça, ils ont diminué le nombre de tuiles et ils vont augmenter les contraintes. On va avoir une réentrée plus agressive et ils veulent voir si ça passe. Parce qu'en fait, si ça passe, ils se disent, eh ben en fait, c'est bon, on peut limiter le nombre de tuiles. Pas besoin d'être... ils veulent voir jusqu'où ça peut aller, mais ça, c'est SpaceX. On va casser pour voir où ça lâche. Qu'est-ce qui lâche en premier? On va diminuer le nombre de tuiles. C'est un truc très, très intéressant en termes de façon de... S31 a un début de calvitie. Ouais, regarde, c'est comme moi, là. Regarde, là, je vieillis aussi. C'est la même chose. Plus les Starships vieillissent, plus ils commencent à avoir moins de tuiles, vous voyez. Quel est le problème des tuiles? Les tuiles n'ont pas de problème, puisqu'ils ont été capables de poser Starship sans trop de soucis dans l'océan Indien en mètre près. La question, c'est que les tuiles, logistiquement, c'est chiant à installer. Parce qu'elles doivent toutes être toutes mises à la main, une par une. Ça prend du temps. Pépé, c'est pas un début pour toi. Ça va. Ça va, j'arrive à 40 ans, les mecs. Y a pire, non? Hein, je fais encore jeune et élégant. Ouais, enfin, pas trop quand même. Donc ouais, ils veulent simplement voir s'ils peuvent réduire leur coût logistique en termes de temps et d'argent en mettant un bouclier plus petit. Ils vont essayer de casser S31 dans la réentrée. Voilà. Et ça fait du poids en moins. Bien sûr, du poids, du temps, de la logistique, de l'argent. C'est SpaceX qui essaie de faire moins avec et voir si ça passe. Voilà. Et ils ont même mis, on a identifié des tuiles test. Donc ça, c'est des tuiles sûrement d'une autre matière. Regardez, il y a des choses écrites sur les tuiles. Donc c'est peut-être des tuiles d'une autre matière. Peut-être que derrière, il y a des capteurs bien spécifiques, un autre matériel. Donc ça, c'est des tuiles à data. Ils veulent récupérer, ils veulent tester et récupérer de la data. Donc regardez les tuiles. Elles sont toutes mises à la main. Vous comprenez pourquoi c'est casse-couille? Il y a un mec qui va mettre, je crois, des tuiles, il y en a 15 000, je crois, quelque chose comme ça. Il faut les mettre une par une. Une par une, vérifier qu'elle est bien emboîtée. Vous comprenez pourquoi? Ils veulent voir si avec un bouclier plus petit sur les flancs, ça passe quand même. Ils veulent simplement, logistiquement, atteindre les limites de Starship au niveau du bouclier et voir s'ils peuvent pas se faciliter la vie avec un bouclier plus petit. Voilà. Elles font quelle taille les tuiles? Alors là, on n'a pas l'impression, mais elles sont grosses. Là, tu vois, par rapport à Mama,
une tuile de Starship, c'est comme ça. Tu vois? Attends, je vais te montrer un peu Human for Scale. Ça, c'est le booster. Mais dis-toi que les tuiles tiennent comme ça, tu vois? Ça serait cette taille à peu près. Donc elles sont grosses, les tuiles, pour un être humain. Elles sont grosses. Voilà. Donc on a S31 qui est sorti il y a quelques jours pour faire sa préparation. Hop là. Et qui a été amené au pad. Donc ouais, c'est toujours un événement hein, de voir un Starship. Voilà Monsieur Banane. Donc regarde, tu me demandais quelle est la taille de la tuile. Monsieur Banane tient une banane à taille réelle. Si tu regardes bien, en diagonale, une tuile fait à peu près la taille d'une banane. Ça fait à peu près ça. Tu vois le truc? Prends une banane et dis-toi qu'une banane fait la taille d'une tuile. En diagonale. Tu vois le truc? J'adore Monsieur Banane. Hein. SpaceX a un sens de l'humour. Voilà, toujours décapant. Mais ça vous donne un petit peu la taille du merdier. Donc ouais, on a eu des très belles photos. D'habitude, ils envoient d'abord le booster au pad et après le chip. Mais là, ils ont fait l'inverse. Donc ils vont pas stacker. Il n'y a rien à stacker dessus, quoi. Il n'y a rien à stacker. Et on a vu S31, on s'est dit, ok, B13 va suivre sûrement le lendemain. Et en effet, ça n'a pas loupé. B13 a été amené au pad. Maté l'engin, le dernier booster V2. Beau joujou, hein. Ça, c'est les photos de SpaceX. SpaceX a pris une photo, donc voilà, Human for Scale. Hein. On a du mal à apprécier les monstres que c'est. Vous voyez les ailettes noires? Les petites ailettes noires. Voilà ce que ça donne avec un être humain à côté. Hein, elles font, je crois, chaque ailette fait 2 ou 3 tonnes. Ça ferait une bonne table de salon chez moi, mais j'ai peur que ça passe à travers le plancher, en fait, Ten Green. C'est ça le truc, si j'en avais une. Et j'habite dans un immeuble. Donc vu que je suis dans les étages, ça pourrait tomber à travers tous les plafonds. Mais mater un peu le monstre. Voilà, donc ça c'est B13. C'est B13. Et B13... T'as vu cette photo, Ten Green? C'est SpaceX qui l'a partagée. Donc là c'est B13 qui sort. Regarde ce qu'il y a derrière. Tu sais c'est qui ça? Putain, oh la vache, mais ils en ont tellement dans leur truc, je sais pas. C'est B15 et B16. Sachant qu'ils ont récupéré B12, mais ils savent plus quoi en faire, B12. Donc il y a B12. Mais du coup, ils l'ont foutu dehors, B12. Ils l'ont mis dans le jardin, B12, parce qu'il fait chier. Donc vous avez là B13, et là vous avez les deux prochains Starship V2, B14 et B16. B15 et B16 qui sont au hangar. Sûrement en attendant leur moteur avant d'aller faire leurs essais. Mais ça vous montre un peu la démesure. Ils ont déjà les Starship de près pour les vols suivants. C'est du Fordisme. Malgré la démesure de la fusée et ses performances et tout ce qu'elle représente, ils sont capables de construire ça comme des bagnoles. Ce qui est totalement hallucinant qu'ils aient les moteurs pour faire ça. Rien que là, sur la photo, techniquement, allez, on va dire que c'est que des V1, d'accord? Mais ça ferait 99 moteurs Raptor, Ten Green. 99 moteurs Raptor. Oh putain, mais comment c'est possible? C'est vraiment des sauvages. Hein. C'est des sauvages. C'est un autre monde. C'est un autre monde. Et B13 a été amené au pad en prévision du... C'est les nouveaux Raptors ou les anciens? Non, alors les anciens, c'est les Raptors V2. On parle pas de nouveaux ou d'anciens. Ce sont des Raptors V2 et je pense qu'on va avoir les Raptors V2 jusque Q3 2025. Les Raptors V2 seront sur les V1, sur les V2, pardon. Donc les Raptors V2 seront sur les Starship V2 au moins, je pense, jusqu'à Q3 2025. Voire Q4 2025. Ça fait combien de milliards de dollars sur cette photo? Non, tu rigoles ou quoi? Alors, déjà, les B15 et B16 n'ont pas leur moteur. Donc la structure des Starship sans le moteur, c'est de l'acier inoxydable. Ça coûte pas cher. Ça coûte, allez, on va mettre 20 millions de dollars par Starship que tu vois là. Donc 40 millions de dollars. À gauche, t'as Starship qui est là, donc on va rajouter 60 millions de dollars pour la structure. Et chaque moteur Raptor coûte 1 million de dollars, probablement moins que ça maintenant, mais on va prendre une estimation haute. Donc déjà, si on est à 60, on rajoute 90 millions, plus les 6 là-haut, 100 millions. Allez, on va arrondir, là sur la photo au total, tu as sûrement 120 millions de dollars. C'est pas beaucoup, hein, quand on y pense, hein. Voilà. Va y avoir des Raptors du B12, non. Non. Ils vont retester, on pense qu'ils ont déjà fait...
On a vu une photo Ten Green un peu bizarre à... Je l'ai pas mis, mais à McGregor, au Texas, c'est là où ils testent les moteurs. Et il y avait un mec, en fait, qui regardait un Raptor, un nouveau Raptor V3 être testé. Et il y avait un autre Raptor sur un autre stand. Et en zoomant, ils ont vu Ten Green que le Raptor avait sa tuyère abîmée. Et il a dit, mais attendez, c'est pas possible, ça c'est peut-être un des Raptors de B12 qui a fait sa réentrée. Et ils sont en train de retester certains Raptors de B12. Putain, ils en profitent. Ouais, ils en profitent. Ils ont récupéré 33 moteurs Raptor, sans aucun doute qu'ils vont en retester. Mais ça serait étonnant. En fait, ils en produisent tellement qu'ils n'ont pas besoin de faire revoler des vieux trucs. Par contre, ils vont disséquer ça en termes de data. Ils vont les refaire voler, ils vont essayer de les casser. Et ils vont voir si... Ils vont simplement commencer à établir ce que j'appelle un plan logistique de récupération et d'entretien et de maintenance des moteurs, comme ils ont fait avec la Falcon 9. Mais ils vont faire ça plus vite qu'avec la Falcon 9. Ils sont pressés. Ils ont le hardware pour continuer à tester, casser et tout. Donc ouais, je trouve ça incroyable de voir B15 et B16 au pad. Et voilà ce que ça donnait hier. La photo est incroyable. Ils l'ont mis directement, ils sont pressés, hein, ils l'ont mis directement sur l'assiette. Ils n'ont pas attendu. Comme je dis, le vol doit avoir lieu, là c'était lundi à l'époque, maintenant c'est mardi. D'ailleurs, vous noterez les équipes. Donc ça, c'est sûrement un des shifts. Rappelez-vous qu'il y a des gens qui bossent derrière. Il y a une équipe de gens complètement tarés qui font des shifts de malades, jour comme nuit. Tout ce que vous voyez là n'est pas gratuit, d'accord? Il y a des gens qui mettent leur vie là-dedans. Et voilà, c'est pas juste on met du pognon. Il y a des gens derrière. Il y a une équipe de gens qui sont totalement fous et qui bossent de la ferraille jour et nuit. Moi qui regarde les caméras, les mecs bossent à 3h du mat. Vous voyez des mecs avec des putains de... en train de souder des trucs, quoi. À 3h du mat, 4h du mat, à Starbase. Vous dites, c'est les équipes de nuit, c'est les chiffres de nuit qui bossent. Donc ouais, il y a des gens derrière tout ça. Il y a beaucoup de gens qui travaillent très dur pour arriver à ça. Et dans la foulée, ils ont stack. Ils ont stacké, ils n'ont pas traîné. Regardez la deuxième tour derrière. On va reparler un peu de la deuxième tour. Et dans la foulée, ils ont stacké, donc B13 et S31 en vue du vol. Et mater un peu le truc. C'est toujours incroyable hein, de voir un full stack, la plus grosse fusée d'histoire et la plus puissante de l'histoire de l'aérospatiale. C'est quand même un monstre. Hein. Le machin fait 120 mètres de haut, mais c'est que Starship V1. Starship V2 sera plus haut d'1 mètre. Et les prochains Starship vont augmenter en taille. C'est pas improbable qu'on ait des Starships qui dépassent les 150 mètres d'ici 1 an ou 2 ans. Par rapport à le développement du programme, ils ne vont faire que monter. Et j'ai même vu des mecs qui sont plus pointus que moi dans le sujet qui disent si ça continue comme ça, on a un Starship à un moment qui va dépasser les 150 voire 170 mètres de haut. On aura, au fur et à mesure que SpaceX va être capable de raffiner le tout, ils vont augmenter la taille des Starships. En hauteur et en taille et en puissance. Voilà. Tu penses quoi des critiques sur SpaceX en matière de ressources humaines? Le spatial ne coûte rien. Par contre, des ressources humaines, taux de suicide, accident du travail, je vais te dire que personne ne force qui que ce soit à aller chez SpaceX. Personne. Personne ne vous force à aller chez SpaceX. SpaceX ne garde que 1% des gens qui postulent. Pose-toi la question de pourquoi. Prends le problème dans l'autre sens. Pourquoi les gens sont prêts à aller se ruiner physiquement, sont prêts à mettre leur santé en danger? On ne les force pas, ils signent un contrat. Pourquoi ils sont prêts à faire ça, tu penses? Pourquoi un ouvrier mexicain qui peut-être s'en fout du spatial est prêt à aller bosser chez SpaceX? Se faire des shifts de malade à 120 mètres de hauteur sous la flotte? Pourquoi? C'est... La carte verte, non, ils n'ont pas le droit d'engager des gens qui ne sont pas des citoyens américains. Papa Zulu. Ils n'ont pas le droit. Ils doivent obéir à la réglementation ITAR sur l'armement et sur les nouvelles technologies. Ils n'ont pas le droit d'engager d'étrangers. Ils n'ont pas le droit. Juste monnaie, peut-être. Tu penses que les jeunes ingénieurs de 22, 23, 24, 25 ans qui sont chez SpaceX, tu penses qu'ils sont là pour les thunes? Hein? S'ils veulent de la... Tu sais que Blue Origin paiera mieux. Blue Origin paiera mieux. SpaceX ne paye pas forcément bien ses employés. Par contre, ils offrent des stock options. Ils offrent des stock options Tesla. Ils offrent des parts dans SpaceX. Dans Starlink. Les employés sont intéressés au potentiel de l'entreprise. Pour faire simple, aujourd'hui, bosser chez SpaceX, c'est la mecque de l'aérospatiale. Boeing n'arrive pas à recruter.
ULA n'arrive pas à recruter. Pourquoi ils n'arrivent pas à recruter? Ils n'ont pas de vision. Je sais que beaucoup de gens aujourd'hui ont du mal avec cette idée de vision. Mais Musk, malgré tous ses défauts, vend une vision. Il vend une vision de grandeur. Il vend un futur radieux. J'ai déjà essayé d'expliquer ça dans la vidéo sur Trump. On veut des gens qui nous vendent un futur meilleur. Et pas juste les conneries de gauche, LGBT et tout. On veut un futur ambitieux, meilleur, qui dépasse juste notre espèce et être nombriliste. On veut aller plus loin, on veut dépasser les limites. Et aujourd'hui, les limites, c'est quoi? C'est le spatial. C'est pour ça que Musk arrive à séduire autant de gens, malgré ses positions parfois qui sont controversées. C'est qu'il vend, Musk est la représentation même de l'ambition technologique pour l'espèce humaine. Et c'est pour ça que des gens adhèrent. C'est pour ça que des ingénieurs sont prêts à aller bosser comme des tarés 90 heures par semaine pour SpaceX. Ils le font pas pour eux. Ils le font pour eux, mais ils veulent participer à ça. Ils veulent participer à ça. Et au passage, si on peut faire de l'argent et prendre des actions Tesla, SpaceX et Starlink, on les prend. Mais personne ne reste 20 ou 30 ans chez SpaceX. C'est une étape dans la vie pour acquérir un savoir-faire, parce que c'est les meilleurs. C'est les plus tarés, c'est les meilleurs, et c'est eux qui offrent une vision. Arianespace n'offre pas de vision. ULA n'offre pas de vision. Boeing n'offre pas de vision. SpaceX est unique sur le marché pour ça. Blue Origin offre une vision, pas aussi ambitieuse, mais ils offrent une vision. Voilà. Il y a aussi les profondeurs maritimes. Ouais, mais on s'en bat les couilles de la fosse des Mariannes. Hein? La fosse des Mariannes, qu'est-ce que j'en ai à foutre, moi? Mais je suis d'accord avec toi, mais aujourd'hui, on peut aller où on veut sur Terre. On sait aller dans la fosse des Mariannes. On sait aller dans la fosse des Mariannes, qui est l'endroit le plus profond sur Terre. On y va, sur la fosse des Mariannes. On sait y aller. On sait aller sur l'Everest. On sait aller partout aujourd'hui sur Terre. On peut aller en Antarctique. On peut aller où on veut. Par contre, l'espace, c'est la dernière limite. C'est le dernier challenge. La Lune, aujourd'hui, on n'est pas capable d'y aller. La Lune, là, à l'instant T, la Lune, on n'est pas capable d'y aller. On y est allé pour planter un drapeau, mais aujourd'hui, on n'y va pas pour planter un drapeau. On veut un écosystème économique d'exploitation et tout ça. Voilà. Donc oui, c'est la dernière limite. Et en termes d'écosystème économique, on s'en fout d'aller là au fond de la fosse des Mariannes. Voilà. Derrière l'espace, il y a aussi un écosystème, il y a de l'argent. Et c'est ce qui fait avancer les compagnies comme SpaceX et tout ça. Il faut financer tout ça. C'est pas gratuit. Donc ouais, les images, elles sont incroyables. Hein. Regardez ça. Starshipopathe, quoi. Hein. Ils veulent faire partie de l'histoire, ouais. Et tu sais quoi, c'est pas juste l'ingénieur. L'ouvrier, là, l'ouvrier mexicain qui vient d'avoir sa carte verte, qui bosse sur Starship. Osez me dire que ces mecs-là sont pas ultra fiers de bosser sur ça. Genre, Ten Green. Tu serais un petit soudeur de la fusée la plus puissante de l'histoire de l'aérospatiale. Avec des millions de personnes qui regardent les vols et qui... L'engouement. Est-ce que tu serais pas ultra fier de faire ça? Ouais, c'est une petite fierté quand même. Putain, tu bosses sur Starship, quoi. Tu bosses pas sur une bagnole. Tu bosses sur le programme spatial le plus dingue de l'histoire de l'aérospatiale. Et t'es un petit soudeur. La pièce que t'as soudée, elle aide Starship à aller là-haut. Les mecs qui ont soudé les chopsticks et tout, c'est des petites mains. Mais bordel de merde, la fierté de faire partie de ce programme. Est-ce que c'est dur? Sans aucun doute. SpaceX et Musk sont des patrons terrifiants. Mais voilà. C'est un truc de malade. Donc voilà pourquoi ils n'ont pas de mal à recruter. La vision, ça c'est la photo de la vignette. C'est fou, hein. Donc ouais, et voilà ce que ça donne en vue d'avion. Peut-être que certains ne se rendent pas compte, il y a beaucoup d'eau. On est à la frontière avec le Mexique, à l'embouchure du Rio Grande. Regardez un peu le machin. On a les deux pads là-bas. La Star Factory qui est toute neuve. Les méga B, et là vous voyez même... ils ont tellement de prototypes et tout dans le jardin. Ils savent pas trop quoi en faire, Ten Green. Ça prend du temps de les casser. Vous voyez dans le jardin là, on a 3 boosters, on a 2 Starship, on a des pièces et tout. C'est le bordel. Et voilà un peu où ils font Starship. Avec le pad qui est là-bas. D'ailleurs, parlons du deuxième pad. Ça bosse hein, sur le deuxième pad pendant ce temps. Hein. Voilà la tranchée qui est en construction, ça creuse. Et on commence à avoir, des gens qui suivent ça en détail, qui commencent à faire des trucs en 3D très intéressants. D'ailleurs, avant-hier, vous voyez l'énorme machin là? Le truc rond là?
Le truc est arrivé par camion, ça c'est le moteur des chopsticks. Vous avez vu que les chopsticks ils bougent, ils montent, ils descendent, il faut un moteur pour ça. Et le moteur n'était pas là. Je vais essayer de vous expliquer la mentalité. Le moteur est arrivé par camion. Genre on a vu le moteur rentrer sur un gros camion. Ils l'ont pas posé par terre. Ils l'ont directement mis en place à son emplacement du camion sur la tour. Généralement, on vous dit, ils vont faire une inspection, ils vont peut-être le tester. Que dalle. Ils sont arrivés, ils l'ont pris, ils l'attendaient. Et on voit qu'ils sont pressés parce qu'ils voulaient faire ça avant le vol. 6, ils ont pris le machin du camion sur sa remorque et ils l'ont mis directement en place sur la tour. Non, c'est pas, on va le mettre là, on va le tester en dehors. Non. Allez hop, tchac, tchac, tchac. Ça vous montre un peu le truc. Donc on a des théories intéressantes parce que le pad A n'a pas de tranchée. Donc on commence à voir des gens qui font des infographies. De peut-être à quoi ça va ressembler. Est-ce qu'on va avoir un système de déluge ou pas? Est-ce qu'on va avoir une tranchée coupe-feu pour envoyer la puissance sur les côtés? Comme je dis, le design qu'on a là va être diamétralement opposé du design B. Ils doivent se rendre compte que le système de déluge avec l'eau est un problème et qu'ils ne peuvent pas trop l'activer autant de fois qu'ils le voudraient par an. Il y a des contraintes au niveau de l'usage de cette eau propre. Donc ils vont peut-être, Ten Green, essayer de se débarrasser du design du déluge de système pour se focaliser sur une tranchée coupe-feu, ce qui serait plus pratique pour eux en fait, de ne pas avoir à s'emmerder avec toute la flotte et tout ça, qui est une contrainte logistique majeure. Voilà. À voir, mais on commence à avoir une petite idée de ce qu'il prépare sur le deuxième pas. Donc on va avoir un design diamétralement opposé par rapport à ce qu'on a déjà. Voilà. Et voilà, Starship. On pense qu'ils ont mis les FTS en place. Les explosifs seraient déjà en place. Ou alors, ils vont peut-être faire un test cryo préliminaire. On sait qu'ils font plus de WDR, de Wet Dress Rehearsal. Ils commencent à être très très bons avec Starship en termes de logistique. Ils n'ont plus besoin de faire des tests ultra poussés avant le vol. Donc on pense qu'ils vont faire un test partiel cryo. Et il y en a qui ont dit que les explosifs avaient été mis en place. Moi j'ai du mal à croire aussitôt. Donc je pense qu'ils vont faire un test partiel peut-être aujourd'hui ou demain ou lundi. Ils vont déstacker, mettre les explosifs, restacker. Voilà. Est-ce que tu penses que possible que Trump force un Starship même inhabité sur Mars d'ici la fin de son mandat? C'est pas Trump qui va forcer un Starship inhabité. C'est SpaceX qui va à la prochaine fenêtre. Je fais le pari que en 2026, c'est l'ouverture de la prochaine semaine, la prochaine fenêtre pour le tir sur Mars. Je vous parie qu'en 2026, on a un Starship qui part pour Mars. En 2026, inhabité. Et pour tenter de faire une réentrée et récupérer le maximum de data, peut-être mettre des satellites Starlink en orbite autour de Mars. Dans 2 ans, un peu moins de 2 ans, je pense qu'on va avoir le premier vol de Starship pour Mars. 100 personnes à bord. Voilà. C'est des explosifs spéciaux. C'est des pains de C4. C'est du C4. Il y en a un au centre de Starship entre les 2 réservoirs. Même chose pour le booster, ce qu'on appelle des FTS, Flight Termination System, pour détruire. Les explosifs ont été mis ce matin. Ben écoutez, ils ont la confiance. Ils ont la confiance et voilà. Je note le pari. Mais ouais. Et si j'ai tort, bah j'ai tort. C'est la vie. Donc ouais, c'est fait pour détruire Starship. Tout simplement, dès qu'une fusée décolle du territoire américain, et pas que du territoire américain, vous avez des explosifs à bord au cas où on perd le contrôle de la fusée. Vous avez vu que c'est quand même c'est des objets dangereux. Donc vous les détruisez pour pas que ça revienne se planter sur une zone habitée, tout ça. Donc vous détruisez le système. C'est obligatoire. C'est une condition majeure pour tirer une fusée. C'est d'avoir un système de destruction, d'autodestruction de la fusée. Voilà. Et dites-vous que c'est même pas commandé par quelqu'un. C'est les systèmes internes à la fusée. S'ils voient que ça perd le contrôle, ils détonnent les FTS. Donc ouais, rendez-vous mardi. On aura peut-être des news d'ici là. Rendez-vous mardi et si l'ouverture de la fenêtre est à 23h heure française, moi sans aucun doute, je prendrai le live sûrement 1h30, 2h avant comme d'habitude. Et puis en plus on sera en plein jour. Le but de tirer aussi tard, c'est d'avoir une fenêtre de jour dans l'océan Indien. Donc on va peut-être avoir un amérissage de jour. On va voir Starship de jour redescendre sur l'océan Indien. Ça sera un truc de malade. Et voilà, donc on couvrira le vol comme d'habitude. Si des gens ont des questions, j'y répondrai. J'aurai toutes mes infographies et tout. Et ils vont essayer de récupérer le booster. Genre ça serait de la folie qu'ils récupèrent deux fois à la suite deux récupérations réussies. Totalement malade. Donc ouais, on verra bien. Et ouais, rendez-vous mardi pour ceux qui sont intéressés. Donc mardi soir, je prendrai sûrement le live vers 21h, heure française. Parfait, ça sera après le War Tank ou le Warbird. Je vais avoir une grosse journée de streaming. Mais bon,
On aime, quoi. On aime. Et je vais m'arrêter là. Merci Tengreen de ta présence, comme d'habitude. Oui, merci. Et Bonne journée à tous. ce soir, je continuerai mon run avec les Dunédins. Demain, du Rome 2 en début d'après-midi. Je continuerai le run avec les elfes en soirée. Et on vous dit un bon week-end et passez une bonne journée. Allez, ciao, salut tout le monde.